Ici, à Verdun-sur-le-Doubs, la rivière le Doubs, à droite, se jette dans la Saône et double ainsi son volume. À partir de cette confluence, la Saône prend des allures de fleuve tant par sa largeur que par son débit. On l'appelle alors la Grande Saône. Il ne lui reste plus que 170 km à parcourir jusqu'à Lyon où, fin de la course, elle rejoindra le Rhône. Nous vous invitons à une balade à la rencontre des riverains de la Grande Saône. Première étape, Chalon-sur-Saône, où Birgit Valborn, guide conférencière, nous fera découvrir l'histoire de sa ville, à hauteur d'eau. Chalon-sur-Saône, c'est aussi là où est implanté l'un des plus anciens clubs d'aviron de France. Ici, on glisse sur l'eau depuis plus de 100 ans. Plus au sud, loin du tumulte de la ville, nous rencontrerons Julien et Sébastien, pêcheurs professionnels qui posent des filets à la recherche de la célèbre friture de Saône. La Grande Saône a un parcours très long, jalonné seulement par 3 écluses à grand gabarit, gérées par les Voies navigables de France, les VNF. À Ormes, Philippe, l'un des 4 éclusiers du site, nous accueillera dans sa tour. Mâcon est la dernière ville de Bourgogne traversée par la Saône. Au début du XXe siècle, des mastodontes déserts y faisaient escale. Séquence découverte. À Chalon-sur-Saône, au cœur de la ville, nous rejoignons Birgit pour une découverte de l'histoire de sa cité au fil de l'eau. Bonjour Romain. Bonjour Birgit, comment vas-tu? Comment ça va? Bien. Ça va bien. Alors tu viens faire un petit tour sur le bateau, sur la Saône? Salut, vas-y. Bienvenue à bord. Allez, bon, on largue les amarres et on y va. Romain est un professionnel du nautisme. Il est responsable d'un chantier naval de plaisance à Chalon-sur-Saône depuis 2001. Cet enfant du pays n'a jamais voulu quitter les rives de son cours d'eau préféré. Voilà, Birgit, je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe en navigation sur la Saône. Donc en fait, tu as la rive droite qui est ici sur notre gauche et la rive gauche qui est sur notre droite, puisque le sens du courant, c'est toujours dans le sens du courant, la rive droite se trouve sur la droite. Et normalement, lorsqu'on navigue, c'est le même principe que sur la route. Chacun navigue en tenant sa droite et on se croise ce qu'on appelle bâbord contre bâbord, puisque bâbord, c'est le côté gauche du bateau, tout simplement. Regarde un peu à droite, Romain. C'est la tour du Doyenné. Oui, tout à fait. Tu connais un petit peu l'histoire de la tour du Doyenné? Pas vraiment. Elle est originaire de la maison du doyen des chanoines de la cathédrale de Chalon, qui se trouve un peu plus loin. Et elle a été démontée, transportée, vendue à Paris par un antiquaire en 1907. Et avant d'être revendue en 1926-27 à un riche américain, un mécène au nom de Jay Gould, qui a généreusement voulu la restituer à la ville de Chalon, ensuite, qui ensuite l'a installée sur cette pointe de l'île pour qu'elle soit mieux visible. D'accord, elle a été reconstruite pièce par pièce. On dirait pas. Belle histoire, très belle histoire, que je ne connaissais pas. Ça. On continue à descendre en aval. On va voir ce qui reste là-bas du Petit Creusot. Le Petit Creusot est un chantier naval implanté ici, sur les bords de Saône. Il avait été créé en 1839 par les établissements Schneider du Creusot pour produire des bateaux à vapeur. Mais à l'approche de la Première Guerre mondiale, la production va être orientée vers la fabrication de navires militaires. 91 torpilleurs et contre-torpilleurs et en tout une vingtaine de sous-marins ont été construits et mis à l'eau ici même. Et on voit encore les vestiges pour différentes marines militaires dont le Pérou. Aguirre était le plus grand de ces sous-marins qui ont été exportés, transportés d'abord sur des bateaux porteurs vers la Méditerranée via Saône et Rhône et ensuite transportés vers des mers lointaines. Pour faire traverser les océans aux sous-marins de Chalon-sur-Saône, les Schneider avaient construit un navire unique, le Kangourou. L'avant de ce bateau était démonté pour que le sous-marin y prenne place. Il était ensuite remonté avant de prendre la mer. Le Petit Creusot a cessé définitivement la construction navale en 1957.
Birgit et Romain rejoignent Vincent, le président du célèbre club d'aviron de Chalon-sur-Saône. Impeccable. Super. Bonjour. Bonjour. Salut Romain. On va voir les jeunes s'entraîner. Allez, c'est parti, là, ils sont prêts. La Saône est magnifique, on va en C'est profiter. super. C'est un sport de glisse, donc forcément il y a l'aspect de propulsion et il y a l'aspect de glisse. Donc vraiment pousser pour accélérer le bateau, le sortir de l'eau et le faire glisser. Et là, donc, ils sont à contre-courant, donc c'est forcément un peu plus physique, Ouais, les appuis sont un peu plus compliqués à trouver, certainement. ça va un peu moins vite, par contre c'est plus confortable pour ramer. La Saône, pour nous, elle est très importante parce que c'est jamais pareil. Tous les jours, c'est différent. Il y a du vent, il y a du courant, il y a moins de courant, il y a du débit. Le sport d'eau, ils sont anciens sur la Saône. Hein. Ah oui, oui, ben, le club, l'aviron à Chalon, ça date de 1891. Pour l'histoire, en 1925, il y a eu une régate à Chalon, il y avait 10 000 entrées payantes. 10 000 entrées payantes. Aujourd'hui, c'est juste pas possible. L'esprit du 8, comme on peut le voir sur l'eau, là, ça fédère, quoi. On fédère autour d'un bateau, c'est-à-dire que la valeur du bateau, c'est la valeur, entre guillemets, du plus faible. Et donc tout le monde force pour que le plus faible, il monte en puissance. Et c'est vraiment ce bateau-là où, quand on le fait dans cette catégorie d'âge, on les retrouve 10 ans après au club. C'est vraiment fédérateur. C'est un pour tous et tous pour un, hein. C'est l'histoire, mais c'est réellement ça. Et les filles, c'est plus facile pour les filles que pour les garçons ou... C'est plus les filles sont mûres plus tôt, donc elles comprennent les choses beaucoup plus tôt. Le 3 juillet 2016, Mathilde et Mariana, deux cadettes du club de Chalon, ont remporté la médaille d'or au championnat de France de Vichy. Elles suivent les traces d'Adrien Hardy, licencié au club de Chalon, qui fut en 2004 champion olympique à Athènes. À la sortie de la ville, nous posons notre caméra près du campement de Nicolas et de Christophe, deux carpistes complètement mordus. Certaines personnes vous diront qu'ils viennent là pour vraiment faire des très grosses prises. Moi, je viens surtout là pour passer du bon temps et même des petites carpes, j'en suis heureux. C'est une sacrée rivière qui est très capricieuse. Cette année, elle a été très compliquée parce que beaucoup ont cru. Donc ça change énormément la configuration de cette rivière. Mais elle est malgré tout très poissonneuse avec des carpes vraiment en abondance, hein, avec des moyennes entre 5 et 8 kilos vraiment de façon importante, quoi. Et beaucoup de silures avec des poissons qui sont à plus de 2,20 m. Hein. C'est vraiment une rivière très très poissonneuse. En commençant simplement en pêchant la truite, j'ai eu l'opportunité de prendre une carpe et en fait le virus est apparu comme ça. Tu mets quelques bouillettes, Nico? Ouais. De fil en aiguille, je suis devenu un vrai passionné, quoi. On pêche la carpe sur le fond, donc avec une plombée. Cependant, aujourd'hui, on commence à modifier nos pêches. Il faut s'adapter à la configuration du plan d'eau et aussi au comportement alimentaire des poissons. Donc la pêche de la carpe est malgré tout quelque chose de très technique et il faut être très réactif pour prendre des carpes. L'adrénaline commence au moment où la centrale se met à sonner. Et après, le petit moment, on va dire un petit peu d'émotion, c'est quand on arrive à la rentrer dans l'épuisette. Belle commune. Et
puis après, il y a le petit moment de convivialité où on prend une petite photo souvenir. Petite commune de Saône, typique. Et ensuite, on relâche le poisson avec la plus grande prudence. Le lendemain matin, près de Gigny-sur-Saône, nous retrouvons Julien et Sébastien. Pour eux, la pêche est un métier. Même s'ils ont chacun des secteurs de travail bien précis attribués par l'administration, ce matin, ils ont décidé de travailler ensemble. On est pêcheurs professionnels en eau douce. Donc on pêche du poisson sur la Saône et la Seille et qu'on commercialise auprès des restaurateurs locaux. On pêche principalement les ablettes, ce qu'on appelle la friture, parce qu'on est en plein dans la saison. On pose des filets environ à 22h le soir et on les relève aux alentours de 4h du matin. Ça va faire 7 ans que je suis installé. J'ai toujours pêché depuis tout petit et puis j'ai fait une formation en BTS aquaculture qui m'a amené à rencontrer un pêcheur professionnel pendant un stage. Au vu de ce stage, j'ai dit bon voilà, c'est ça que je veux faire. C'était une activité que je connaissais pas avant et ça m'a tout de suite plu, quoi. Je connaissais le métier par le biais de mon oncle et j'ai eu à mon tour envie de me lancer dans cette aventure. Jusqu'à l'an passé, on était restaurateur avec mon épouse et on travaillait directement avec les pêcheurs professionnels. Ça m'a donné envie de changer de vie, changer de métier. Salut Christian. Ça va? Bonjour, ça va? C'était bon la pêche? Ouais, ça va. Trop mal. Le fait de pouvoir travailler avec des restaurateurs, parce qu'on a quand même une certaine complicité avec nos clients, qui travaillent avec des produits locaux, frais. Donc c'est aussi agréable de pouvoir leur vendre un poisson qu'ils vont valoriser. La blette, en l'occurrence, c'est la friture de Saône. C'est vraiment très localisé et chez nous, c'est très demandé, quoi. Voilà, c'est bon. Ça, c'est bon. Allez, au revoir, ma foi, à la prochaine. Au revoir, à bientôt. Allez, à bientôt, salut. Au revoir. Au revoir. Voici la retenue d'Orme. Son système hydraulique permet, en période sèche, de garantir un niveau d'eau suffisant pour la navigation à l'amont du site et dans l'écluse attenante. En période hivernale, notamment au moment des crues, elle s'efface sous les eaux et ainsi n'a plus d'incidence sur le cours de la Saône. L'écluse d'Orme est à grand gabarit. Elle est totalement automatisée et gérée du haut de sa tour par Philippe, l'un des 4 éclusiers du site. Ok, il n'y a pas de souci. C'est les montants? J'ai Anna Maria qui va rentrer dans l'écluse, je te fais après. Mon rôle, c'est de bien bassiner. La bassinée est le cycle complet de manœuvres nécessaires pour qu'un bateau franchisse une écluse. Mon rôle, c'est de faire passer les bateaux, commerce et plaisance, et faire la régulation sur la Saône. Les plaisances, ça va des petits qui font 5-6 mètres, jusqu'à des yachts qui peuvent faire 25-30 mètres, même sur la Saône. Et après, on passe sur des péniches 38 mètres jusqu'à 180 mètres. On n'est pas cantonné uniquement à la tour. On va beaucoup aider les plaisanciers sur les bateaux de location. Du mois de mai jusqu'au mois de septembre-octobre, on est appelé souvent à descendre pour les aider. Le fonctionnement de l'écluse, ils ne comprennent pas, donc pour eux c'est difficile, donc il suffit de leur expliquer un petit peu ce qu'il faut faire. Un petit coup là. Allô? Allô? Un petit coup d'arrière. Vous voulez aller exploiter. Vous voulez la tour, merci. On coupe, marche arrière s'il vous plaît.
Lâchez. Marche arrière. Oui, mais il faut attendre l'inertie. Un petit coup d'arrière. Voilà, c'est bon. Stop, c'est bon. Mais oui, mais attendez que ça bouge. Ah, mais est-ce que vous êtes chiant? Il faut attendre l'inertie quand même. Lâchez. Moi, je suis venue très souvent, mais jamais avec un monstre comme ça, quoi. C'est assez horrible à piloter, ce gros bateau. Un plus petit bateau, c'est sympa, mais là, c'est 15 tonnes, c'est énorme. Même avec la technologie, c'est pas évident, quoi. Piloter ça, pas jojo. Imaginez, nous sommes il y a 10 000 ans en arrière, près de Tournu. Le sable des bords de Saône est soulevé par un vent d'ouest. Il retombe 3 km plus loin sur une terre argileuse à la Truchère. Ce phénomène va durer plus de 5000 ans. Après ce temps, une surface de plus de 15 hectares sera recouverte par le sable éolien, créant ainsi un désert unique. Bien plus tard, en 1980, pour protéger les 5 hectares de dunes restants, le site est classé réserve naturelle nationale. Aurélien en est aujourd'hui le chargé de mission. Ce sable a commencé à s'accumuler il y a 10 000 ans jusqu'à la fin du Moyen-Âge pour former ces dunes qui ont une épaisseur entre 50 cm et 2 mètres. Aurélien est chargé d'observer les espèces, faune et flore, qui ont colonisé le sable et qui survivent dans ce milieu si particulier. C'est la larve du fourmillon donc qui creuse en fait des entonnoirs dans le sable, qui profite vraiment de ce sable pour piéger des fourmis qui vont circuler donc en surface et qui vont tomber, glisser au fond de cet entonnoir, puis être dévorées par cette larve qui ensuite va devenir un fourmilion. Dans des situations sèches, voilà, les cladionia, donc c'est le nom de ce lichen, devient assez craquant et se dessèche complètement, alors qu'en situation humide, il est plutôt souple et manipulable. La dynamique naturelle sur ces milieux, c'est d'avoir une colonisation, tout d'abord par des mousses, des lichens, et ensuite des landes, donc notamment les landes à Calune ou à Genêt, qui viennent s'installer sur ces milieux, et ensuite un espace forestier, donc notamment des bouleaux, des chênes qui viennent coloniser. En l'absence d'intervention, la dynamique naturelle de ce milieu de se refermer et l'objectif dans le cadre du plan de gestion de la réserve naturelle, c'est de maintenir ces milieux ouverts pour conserver vraiment toutes les espèces, que ce soit de faune ou de flore, qui y sont inféodées. On va faire du débroussaillage, on va faire de la coupe des bouleaux par exemple qui colonisent pour maintenir ces milieux ouverts sur le long terme. À 2 pas de cet univers désertique, un autre milieu, tout aussi étonnant, attend Aurélien. On passe d'un milieu très sec, donc qui sont les dunes, à un milieu très humide qui est la tourbière, où l'eau est présente en permanence au cours de l'année. Et cette présence d'eau fait que seules quelques espèces, donc notamment des sphènes qui sont des mousses, que l'on voit en surface, parviennent à se maintenir dans ces conditions particulières. Cette tourbière est donc liée à de l'eau de pluie et l'eau va stationner très longtemps, mais il y a un petit peu d'eau qui va s'écouler dans le bassin versant, d'abord vers la Seille, puis vers la Seille. Retour à la rivière. Autrefois, les chemins de halage étaient utilisés sur la Saône pour remorquer les navires à contre-courant. Aujourd'hui, ils sont aménagés entre Tournu et Mâcon en pistes cyclables appelées voies bleues. Michel Borde accompagne ce groupe. Pour lui, le vélo et la voie bleue permettent de faire découvrir l'histoire de la ville de Mâcon d'une autre manière. Bien, nous allons faire une petite pause. Voilà. Alors, nous sommes dans un endroit qui a vu, après les bateaux, bien sûr, à partir de 1933, les premiers hydravions. En 1933, s'est posé ce qu'on appelle un hydroplane, ici, et ça donnait par la suite une idée pour poser des hydravions. Et ainsi, les Anglais
vont développer une ligne aérienne au départ de Southampton, en Angleterre, en direction de Brindisi, Égypte et Australie. Et cette voie aérienne va s'appeler Imperial Airway. L'autonomie de ces paquebots déserts de 35 mètres d'envergure était de 1200 km. C'est pour cette raison que l'on implanta une escale technique à Mâcon en 1937. La ville était à bonne distance de l'Angleterre. Un ingénieur mécanicien était installé à demeure et s'occupait des quadrimoteurs au moment des escales. 211 hydravions ont transité par Mâcon durant les 18 mois de cette aventure aérienne. À chaque fois, ils créaient le spectacle. Donc ces hydravions se posaient à peu près à l'endroit où nous sommes et les gens qui étaient déposés, les passagers, allaient séjourner en attendant les ravitaillements à l'hôtel d'Europe et d'Angleterre. Voilà pourquoi nous avons un hôtel sur les quais qui s'appelle Hôtel d'Europe et d'Angleterre. Cette exploitation aérienne s'est terminée en début de l'année 1939, bien sûr. La venue de la guerre allait stopper cette voie et elle est restée un peu en activité dans les années 1940, mais non plus en tant que voyageur, mais en tant que militaire. Donc des avions militaires venaient se ravitailler ici. Mâcon est la dernière ville de Bourgogne traversée par la Saône. Ici, l'architecture est plus méditerranéenne. Les tuiles romaines remplacent les petites tuiles bourguignonnes. Les couleurs des façades donnent un sentiment de chaleur. On dit souvent de Mâcon qu'elle est la première ville du Sud. C'est ici que le Scénic Saphir fait escale. Ce navire de croisière 5 étoiles a des mensurations hors normes. 135 mètres de long, 11 mètres de large et 6 mètres de hauteur. C'est l'heure du départ, tout l'équipage est sur le qui-vive. Franck, le capitaine, pilote la manœuvre depuis l'extérieur pour une meilleure visibilité. Lentement, le Scénic Saphir va s'éloigner du quai et vogue la croisière. Les 116 passagers, australiens, américains ou canadiens, sont pris en charge, entourés, chouchoutés, bichonnés par 50 membres d'équipage. Et oui, pour que les croisiéristes s'amusent, ce n'est pas une mince affaire. C'est une vie particulière à bord, les passagers sont là pour s'amuser, donc que le bateau soit arrêté ou en navigation, ça ne change rien pour eux. C'est soit des visites, ou de la restauration, ou de l'amusement. Le paysage défile tranquillement et ils ont un décor qui change toutes les minutes, donc pour eux c'est parfait. Les poteaux, ce sont des balises qui nous permettent de matérialiser le chenal navigable, qui nous permet la nuit ou par temps de brouillard de pouvoir continuer à naviguer tout en restant en sécurité dans le chenal. La Saône, elle peut être très très calme, comme en ce moment, là, voilà, on n'a plus d'eau. Mais il y a 2 semaines en arrière, il y avait 2,50 m d'eau en plus. Donc notre souci, c'est de pouvoir passer sous les ponts. On est souvent obligé de descendre la timonerie pour pouvoir passer sous les ponts. Effacer tout ce qu'il y a sur le deck, la partie arrière du bateau. Donc tout ce qui est chaise, table est enlevé, baissé. Toutes les barrières sont baissées. Et en hauteur, on gagne 2,50 m. Il nous arrive parfois de passer sous un pont à quelques centimètres, 2-3 cm. Vous avez votre documentation? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Okay. Donc pour ce que tu m'as demandé, c'est 11h30 à Tarascon pour le départ, les derniers passagers. On est plusieurs départements à bord. Il y a le département de l'hôtellerie. Donc il y a une personne qui s'occupe de l'hôtellerie, ensuite il y a une personne qui s'occupe de tout ce qui est les chambres, la restauration, et ensuite il y a la directrice de croisière qui s'occupe des passagers, et on travaille tous ensemble pour qu'il y ait une harmonie parfaite à bord, pour que tout se passe bien pour les clients.
le scénic Saphir va continuer sa lente descente de la Saône. Il va traverser Lyon sans y frôler un certain nombre de ponts avant de rejoindre le Rhône, là où se dresse l'étonnant musée des Confluences. Le parcours de la Saône s'achève ici, au pied du musée. Le scénic poursuivra sa route vers la Méditerranée, mais ça, c'est une autre histoire.